Rebonsoir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir. Bonsoir maître. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais d'abord également souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde. Que cette année nous apporte beaucoup de santé et surtout. Alors, nous sommes aujourd'hui à notre avant-dernière séance d'information et d'éducation de notre communauté sur les enjeux du décès. Alors, comme nous le savons, on a l'habitude d'avoir toujours un intervenant sur un thème qui nous concerne et qui nous touche, qui nous préoccupe. Nous avons aujourd'hui Maître Véronique Semexan, qui est notaire à l'Ordre des notaires du Québec, qui va nous parler un peu du testament et de ses enjeux. Nous allons l'écouter. Alors, la dernière séance que nous allons avoir le mois de février, ça portera sur une discussion sur les gens vont partager leurs expériences de deuil. Donc, soyons toujours nombreux à venir écouter les autres, à venir partager les informations. Ça va toujours nous aider. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Henriette. Avant de commencer, on va tout d'abord, je vais prendre le soin de dire quelques mots à l'endroit présenter notre intervenante. Comme nous le savons tous, Maître Semexan est notaire. Je ne vais pas trop entrer dans le détail parce qu'elle va mieux se présenter. Elle sera capable de mieux se présenter. Donc déjà, si vous cherchez un notaire qui comprend les questions et les émotions qui soulèvent la réalité des familles recomposées, de la rupture en partenaire d'affaires, de l'achat ou de la vente d'une propriété à la suite d'un deuil, de protéger ses biens dans le contexte de l'immigration. Donc, vous pouvez vous référer à Maître Semexan. Aussi, depuis 2018, elle agit aussi pour vous comme médiatrice de famille. Elle est favorable à la bonne entente et toujours à jour dans sa profession. Elle est chargée de cours à l'Université d'Ottawa depuis 2016. Et il faut préciser qu'elle est d'origine haïtienne. Elle vient de l'Haïti. Oui, elle est haïtienne. Donc, pour la suite, je vais lui passer la parole si j'ai omis certains points ou si j'ai écorché certaines choses là. Elle va corriger. Donc, Maître, vous avez la parole. Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse d'être avec vous parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et puis je trouve souvent que les gens des communautés afro-descendantes ont tendance à pas vraiment parler de la mort, pas vraiment parler des testaments, de la succession, qu'est-ce qui vient après? Et ça nous donne des belles successions à régler comme notaire. Par contre, je trouve que au lieu de me dire je règle des successions complexes parce que les gens ne sont pas informés, j'aimerais plutôt régler des successions simples parce que les gens sont informés. Donc, je ne sais pas si vous suivez où est-ce que je veux en venir. Donc, c'est sûr que venant de l'immigration, on a une culture ou des cultures qui n'ont pas nécessairement une approche dans laquelle la rédaction de documents est commune. Et encore moins la rédaction de documents par rapport à la mort. Parce qu'on dirait que pour certains encore, en parler, c'est attirer la mort. Écrire et signer un document par rapport au décès, c'est d'attirer la mort. Bon, écoutez. C'est ça que c'est mon champ de pratique. Donc, pour moi, ça n'a pas attiré la mort. Je vous dirais, j'ai fait mon premier testament, j'avais 23 ans. Je suis encore là, j'en ai 39. Wouhou! Donc, j'aime bien le dire avec un ton de blague parce que les gens en parlent souvent et puis c'est lourd. Je sens que d'habitude, les gens voient ça comme un sujet lourd à parler, mais je vous dirais que qu'est-ce que vous prenez le temps maintenant? Je vois que les communautés s'informent, les gens s'informent pour avoir pour faire je sais pas, moi, pour avoir de l'assurance vie, s'informent pour faire des placements, préparer leur retraite. Donc, c'est comme un cycle. Le cours préparation à la retraite, que le gouvernement fédéral donne à tous les fonctionnaires fédéraux parle du testament, parle de la succession. Pourquoi? Ben parce que c'est une étape obligée. On est pour un jour partir. On ne sait pas quand. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de date d'expiration. Mais fin de mes blagues sur les dates, sur pourquoi il faut en parler. Mais bon,
je vais vous donner des mises en situation qui sont arrivées réellement dans ma pratique. Donc, moi, j'ai un dossier il y a quelques années. Monsieur ils viennent en début janvier pour faire un acte de cession de rupture. Ils viennent de se divorcer. Et je reçois les deux séparés parce que la tension est très haute. Et monsieur me dit, je dis, ben, écoutez, la vie continue, vous avez 4 beaux enfants et vous avez tous, et vous êtes encore jeune, vous avez encore plein de choses que vous pouvez faire. Et puis le monsieur me fait comme une espèce de comme ça, c'est pas clair comment il se sent. Je dis, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des assurances? Pas de réponse. Bref, quelques semaines plus tard, j'ai un appel de l'ex-conjointe, mère de ses 4 enfants. Monsieur venait de se suicider. Qu'est-ce que ça a voulu dire? Ça a voulu dire qu'il avait déjà acheté une nouvelle maison. Ça voulait dire que les enfants héritaient d'une maison. Et ça voulait dire que, bon, la famille de monsieur était très peu collaborative parce que c'est elle qui avait demandé le divorce. Et là, donc, on se retrouve avec une succession avec 4 mineurs qui héritent d'une maison, d'une voiture, d'un fonds de pension, de REER et de toutes sortes de choses. Donc, on a commencé une aventure dans laquelle il faut impliquer plusieurs membres d'une famille. Donc, il faut impliquer les 2 familles, donc famille de madame, famille de monsieur, pour pouvoir protéger les droits des enfants et leurs actifs. Donc, la famille, dans un contexte de séparation, je peux vous dire que la famille de monsieur n'était pas très contente d'avoir madame à côté puis de devoir travailler avec eux, mais on a réussi à régler des choses pour les enfants. Est-ce que ça aurait été plus simple s'ils avaient un testament, si cet homme-là avait eu un testament au moment du décès? Je dirais que oui, on n'aurait pas eu besoin d'avoir assis dans la même salle la famille de monsieur et la famille de madame, parce que les documents auraient été clairs. Il aurait pu soit donner aux enfants ou à quelqu'un d'autre. Bref, pourquoi j'aime parler de ça comme ça, puis de commencer avec un cas pratique que j'ai vu dans la pratique plutôt dur, c'est que dans les communautés afro, c'est le cas de figure, en enlevant le divorce, c'est le cas de figure le plus commun. D'ailleurs, j'ai eu peut-être 5 successions à régler de familles afro que c'était soit madame, soit monsieur qui décédait, et dans tous les cas, il n'y avait pas de testament. Donc, je vais vous amener d'abord, avant de vous faire le testament, j'aime bien commencer par vous dire qu'est-ce qui arrive si on n'en a pas? Parce que, tu sais, on se dit, je veux vous parler d'un document, mais on se dit, ben moi, je suis mariée, j'ai des enfants, mais c'est clair, tout va à ma femme, ou tout va à mon mari, ou tout va à mes enfants. Tu sais, est-ce que un de vous peut essayer de me dire qu'est-ce qui arrive si on habite au Québec et au décès, on n'a pas de testament, on est marié, on a des enfants? On va appliquer le régime légal prévu par le Code civil du Québec. OK. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que le régime légal fait? OK. Je vais vous donner la réponse. Je vais tous vous instruire là-dessus. Donc, si on décède, on est marié avec des enfants, mineurs ou pas, il n'y a pas d'âge pour les enfants. On a des enfants. C'est 1/3 au conjoint et 2/3 aux enfants. De tout ce qu'on... Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dans le fond, monsieur décède et il était le seul propriétaire de la maison. Donc, madame a le droit à 1/3 de la maison et les 2 autres tiers vont aux enfants. Les enfants, on est chanceux, ils ont 19 et 20 ans. Wouhou! Ils peuvent signer des documents eux-mêmes, on évite plein de papiers à la cour. Et ils pourraient, par exemple, dire, ben maman, je sais que la maison, c'est pour toi parce que, dans le fond, c'est là où on vit, les enfants sont aux études. De ça, je vous donne un scénario idéal dans lequel on a les enfants avec c'est les enfants du couple. Donc, il n'y a pas d'enfants de premier puis de deuxième lit, là. C'est les enfants du couple. Dans un autre cas de figure, j'aime bien en parler parce que maintenant, je commence à voir des afro-descendants non mariés parce qu'on vit ici, on fait comme César chez César, donc on se marie moins, on s'accote, on va dire. Au Québec, on appelle ça s'accoter, conjoint de fait. On est en couple. On est en couple avec Paul et on a 2 enfants mineurs. On n'est pas mariés.
On a voiture, on a peut-être d'autres immeubles parce qu'on a commencé à investir. Ça va bien, notre affaire. C'est qui hérite la maison au décès de Paul? Moi, je dirais que si l'immeuble appartient au mari qui est décédé, ce n'est pas forcément, la femme n'a droit à rien là, dans la maison. Oui, c'est ça qui est spécial, c'est que la femme n'a droit à rien s'ils sont en conjoint, comme des conjoints de fait. Donc, j'aime bien que vous le sachiez. Donc, en situation de conjoint de fait, si on se trouvait que marié, on avait le droit à un tiers, conjoint de fait, on a, regardez, j'aime bien le petit rond, là, je regarde de travers, là, ici, bien rond, où on peut faire 0 et on met une petite barre dedans. Donc, c'est uniquement les enfants qui héritent dans ce cas-là. Puis là, je vais vous amener un autre cas de figure, puis après ça, je vais commencer à vous parler. Je veux mettre la table sur qu'est-ce que c'est si on ne fait rien. Vous venez de vous marier avec Paul. Finalement, l'accotage, ça ne marchait pas. Vous dites, moi, là, chez nous, il faut que je me marie. Vous n'avez pas encore d'enfant. Paul, ses parents sont vivants. Vos parents sont vivants. Et là, est-ce qu'on fait décéder Paul ou madame? Oh, j'ai une faveur. On va dire que madame décède, là, parce que je fais toujours décéder les messieurs. Désolée. Donc, madame décède, mais ils sont mariés dans ce cas-là. Là, croyez, ils ont une maison, c'était madame la seule propriétaire, donc qui hérite de la maison? Bien, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est 2/3 à monsieur et 1/3 aux parents de madame. Vous devenez copropriétaire avec les beaux-parents. Donc, sans testament, on peut se retrouver, puis là, je donne le cas de parents qui héritent avec l'épouse, mais je peux même donner le cas des frères et sœurs qui héritent avec vous. Oh, ça commence à être le fun, là. Ça commence à ce qu'on appelle c'est l'auberge espagnole dans la succession. Quand on ne prévoit rien, ça finit vite par impliquer vraiment beaucoup de monde. C'est comme si vous faites un testament, puis vous dites que tout va, vous pouvez mettre dans le monde. Le testament est un document reconnu partout dans le monde. Donc là, vous pouvez mettre vos parents qui sont en Afrique, vous pouvez mettre votre frère qui est en France, vous pouvez mettre votre soeur qui, elle, est aux États-Unis, ou vous pouvez mettre seulement vos enfants parce que vous êtes séparés ou vous êtes seul avec vos enfants maintenant. Vous pouvez les faire hériter sans encombrement de d'autres personnes. Vous êtes en couple avec cette personne-là depuis 25 ans, vous avez tout acheté ensemble, vous avez tout fait ensemble. Et là, du jour au lendemain, parce que vous aviez décidé de ne pas vous marier, ni faire un testament, vous vous retrouvez copropriétaire de votre maison ou vos investissements avec les beaux-parents parce que vous étiez sur les titres. Donc, la moitié de monsieur ou la moitié de madame va directement aux parents. Si vous aimez bien, ça peut s'arranger, mais écoutez, il n'y a rien de moins sûr que le rapport avec l'argent. Imaginez-vous avec la valeur actuelle des immeubles au Canada, au Québec ou même en Ontario, imaginez-vous là. Votre belle-mère, qui vous aime pas trop, découvre que, apprend que son fils, elle est à pleurer parce que son fils est décédé, mais là, elle apprend chez le notaire qu'elle hérite de 50% de votre immeuble, qui en vaut combien? 700 000! Elle vous aimait, mais je crois qu'elle va plus aimer le 350 000 qui vient avec. Parce qu'il y avait une belle assurance vie qui vient tout nettoyer ça. Donc, 350 000. Ou vous croyez, des fois, je l'ai déjà vu, des cas de cession parce qu'il y avait plein de dettes et que la belle famille disait, ben non, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je l'ai vu. Par contre, c'est à leur choix. C'est pas le conjoint qui a choisi de faire un événement, de vous donner, c'est à leur choix. Donc, ça fait toute une différence de décider à qui on donne. Puis, le pire, c'est que souvent, vous avez une intention de donner à quelqu'un, mais comme c'est pas écrit, les intentions sont parties avec vous dans cette belle boîte qu'on vous a enfermée et c'est parti. Puis là, maintenant, se retrouvent que les autres, les êtres chers derrière, qui doivent, eux,
jongler avec la paperasse, jongler avec toutes sortes de réalités. Les testaments et les successions, il n'y a rien, il n'y a pas un endroit qui a plus de légendes urbaines. Ça, c'est tout ce que les gens racontent. Si vous ne faites pas de testament, tous vos biens vont à l'État. C'est faux. Si vous faites pas, si vous l'avez pas écrit, vous allez tout perdre. Si il y a personne ici pour se prendre soin de vos enfants à un décès, ben vos enfants vont nécessairement aller aux services sociaux. C'est pas si vrai que ça. Est-ce que si vous avez donc il y a plein de légendes urbaines sur le fait de faire ou de pas faire vos documents. Puis ça c'est important de le garder en tête, puis d'être curieux là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire? Qui a besoin d'un testament? Ben moi, je dis tout le monde qui possède des actifs et des biens. Puis là, la plupart des gens vont dire, ah ben moi, j'ai rien, j'ai un appartement. J'ai rien. Moi, j'ai beaucoup de clients qui arrivent dans mon bureau, ils me disent, j'ai rien, j'ai un appartement. Mais en même temps, OK, vous travaillez au provincial, au fédéral, vous travaillez pour la compagnie Bombardier, vous travaillez avec pour Bell Canada, pour Hydro-Québec. Bien, je vous apprends que vous avez quelque chose qui s'appelle un fonds de pension. Ouais. Des fois, il y a beaucoup de sous cachés là. Ou vous aviez pris une petite police d'assurance vie à la naissance de votre aîné. Bien, ce sont des choses que vous avez. Au contraire. Donc, vous avez une voiture que vous avez payée d'un coup, ben, vous avez quelque chose. Votre voiture est finie de payer, vous avez l'ameublement chez vous, vous avez un enfant, donc vous voulez au moins vous assurer qu'on sache qui va prendre soin de vos enfants. Ça, c'est une belle question parce que souvent, c'est une grande peur quand on habite, on immigre et puis que finalement, on a des gens au pays, mais on n'a pas tant de gens que ça. Puis on aimerait peut-être écrire une marche à suivre, s'assurer que, par exemple, si vos enfants vont aller avec votre sœur en France, mais qui va le savoir si vous ne l'écrivez jamais? Il y a aussi la possibilité de parler à vos amis puis parler à vos proches de qui se passe, mais même quand vous faites un testament, le notaire va vous inviter, ben, parlez-en aux personnes que vous avez nommées. Puis aussi, qui fait un testament? Ben, n'importe qui ne veut pas se retrouver à laisser des troubles à sa famille. Quand est-ce qu'on laisse des beaux troubles? Moi, je vous dirais, là, si vos enfants ont moins de 18 ans, vous avez une maison, vous avez un fonds de pension, vous avez des placements de ci, de ça, là, vous êtes un bon candidat à faire une succession qui va rendre le notaire très heureux, en tout cas. Mais les poches du notaire vont être heureux, mais la famille va être très pris en désarroi parce que beaucoup, puis c'est pas juste le notaire, là, je vais vous dire, ça va faire que la banque, les paiements hypothécaires, qui va les payer? Comment ça va se passer? Combien de temps ça va prendre? Ça allonge les délais. Une succession avec un testament commence à régler, un testament notarié, par exemple, commence à se régler 2 semaines après votre décès. Une succession sans testament, avec enfant mineur, je vous dis la blague, vous êtes pour 3 à 6 mois à faire de l'administratif avant qu'on soit en train de régler les étapes de la succession. Donc, les gens se retrouvent avec un niveau de stress très élevé juste parce qu'au décès, si vous ne le saviez pas, il arrive souvent que les banques, pour protéger l'actif du défunt, gèlent le compte en banque. Donc, vous aviez un compte bien garni avec un bon 20 000 qui pouvait survenir à vos besoins de vos familles et payer votre hypothèque pendant un bon bout de temps, même sans travailler. Bien, le compte est gelé. Jusqu'à temps que vous puissiez fournir les documents nécessaires à la banque et faire que, par exemple, on ouvre un compte successoral et que quelqu'un soit nommé pour gérer votre succession. Puis finalement, ben moi, j'aime bien dire que toute personne majeure devrait rédiger un testament. Ça, c'est... Puis là, je ne vais pas juste vous prêcher la bonne nouvelle et dire que c'est le testament notarié, puis que... Mais je vais vous expliquer le pourquoi et quels sont les avantages et désavantages de chacun des formes de testament. Donc, si la réponse aux dernières questions, c'est oui, posez-vous les questions suivantes. Dans le fond, on a posé des premières questions qui étaient, est-ce que vous possédez des actifs ou des biens? Donc, que ce soit des biens immobiliers ou des placements bancaires. Est-ce que vous êtes un parent? Est-ce que vous désirez que ça soit simple après votre départ? Ou
Êtes-vous majeur, tout simplement? Si oui, dans une de ces points formes-là, est-ce que la situation décrite, les premières situations décrites au niveau du règlement de succession sans testament, c'est ce que vous désirez? C'est-à-dire que vous, là, dans le fond, ça ferait votre affaire que ça ait 1 tiers à votre conjoint et 2 tiers à vos enfants. Si oui, ben écoutez, même là, moi, je vous dirais, mettez un gros astérix, faites des petites étoiles. Si vos enfants sont de moins de 18 ans, watch out. Parce que la cour va être impliquée, le curateur public va être impliqué, puis la famille de monsieur, de madame, les amis, écoute, on va chercher des gens loin. Maintenant, avec le virtuel, ce qui est le fun, c'est que je peux même faire participer quelqu'un qui est à l'extérieur du pays, qui était beaucoup plus difficile avant. Puis, êtes-vous d'accord avec le choix des héritiers prévus par la loi? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord que, par exemple, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes en couple, vous êtes marié depuis 25 ans avec Paul, sa mère est encore en vie. Est-ce que vous êtes d'accord qu'au décès de Paul, de devenir copropriétaire, ne serait-ce que d'une part avec votre belle-mère? Tu sais, je sais, belle-mère, ça n'a pas bonne presse, hein? C'est pour ça qu'ils ont mis Belle devant, mais est-ce que vous serez à l'aise dans cette situation-là? Est-ce que ça ne vous poserait pas des problèmes? Moi, je pourrais vous amener toutes sortes de problématiques, ne serait-ce que au niveau du financement hypothécaire. Vous venez pour renouveler votre hypothèque, votre conjoint décède, vous êtes copropriétaire avec votre belle-mère, vous venez pour renouveler votre hypothèque, bien, la belle-mère, elle est déjà retraitée, donc elle n'a pas assez de revenus. Ben là, il faut lui racheter tout de suite, alors que votre but était de payer votre hypothèque jusqu'à la fin. Ce n'était pas, par exemple, d'aller chercher des fonds sur votre maison pour pouvoir racheter la part de la belle-mère, donc gonfler votre niveau d'hypothèque. Puis aussi, est-ce que la situation si on y va avec la succession légale, respecte votre situation matrimoniale? Puis là, je parle à tous ceux qui sont en conjoint de fait, c'est mes à côté de tout à l'heure, parce qu'eux autres, même s'ils ne se marient pas, leur intention, c'est de faire vie avec cette personne-là, de mettre en commun et de bâtir un patrimoine pour leurs vieux jours ensemble. Donc, est-ce que ça vous rend heureux ou mal à l'aise, par exemple? Finalement, vous êtes en couple avec Paul. Moi, j'aime beaucoup Paul. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec Paul, mais Paul est votre conjoint et lui, il a eu des enfants d'une première union. Vous n'aviez pas eu d'enfants avec Paul, vous êtes conjoint de fait. Paul, ce sont ses enfants qui deviennent ses héritiers, donc copropriétaires avec vous parce que vous aviez une part de la maison. Ça peut devenir très lourd parce que, imaginez-vous, vous êtes dans une belle situation avec les enfants de votre conjoint, vous entendez très bien. Ou, tout simplement, les autres, vous êtes bien établis dans la vie. Vous n'êtes pas pressé de récupérer et de revendre la maison, vous êtes très confortable dedans. Mais là, vous avez des nouvelles personnes qui, eux, ben écoutez, ils démarrent leur vie. Ça peut-être que ça leur tenterait. Ils seraient heureux d'avoir un 200 000 pour pouvoir mettre sur l'achat de leur propre maison parce qu'ils sont dans la fin vingtaine. Donc, des fois, ce que ça va faire, ne pas avoir fait des documents valides, c'est que vous êtes copropriétaire avec quelqu'un qui, lui, est pressé d'avoir de l'argent. Et il y a une règle dans le Code civil qui dit que nul n'est tenu de rester en indivision. Donc, ils ne sont pas obligés de rester copropriétaires avec vous parce que la situation vous favorise. Eux, là, puis je vais vous dire, dans les successions et en présence de sommes d'argent importantes, les gens veulent l'argent. Il n'y a pas de patience, on ne reconnaît pas. J'avais une veuve, une conjointe de fait qui disait, mon Dieu, je ne reconnais pas mes beaux-enfants que ça fait 20 ans que je vis avec, que je vois à quel point ils sont pressés et qu'ils n'arrêtent pas de me demander quand est-ce que je vais avoir ma part, quand est-ce que je vais avoir ma part. Je suis comme, il y a de l'argent derrière. Puis, ça peut être, c'est pas juste l'argent, ça peut être, écoutez, avec la complexité des nouvelles familles, des familles reconstituées ou de l'immigration, ça peut être que, je ne sais pas, moi, la personne se fait conseiller par quelqu'un d'autre qui dit, ben non, regarde, le marché est bon, là, va chercher ta part, tu sais, tu veux pas attendre que finalement le marché crache, whatever, tu sais, ça peut être toutes sortes de raisons qui vont pousser quelqu'un à être plus pressé à récupérer sa part successorale. Tout simplement, je viens vous rappeler, comme je vous l'ai dit, le conjoint de fait n'existe pas comme héritier sans testament en droit québécois.
C'est-à-dire que bien que le Code civil est écrit et utilise le mot conjoint, mais dès qu'on est dans ce qui a rapport au Code civil, conjoint entend seulement le conjoint marié. Et bien sûr, ce qui vient tromper la chose, c'est que au Québec et au Canada, il y a plein d'autres lois qui, elles, reconnaissent les conjoints de fait. La loi de l'impôt, la Régie des rentes, Pension Québec, Pension Canada. On va penser aux fonds de pension comme le REGOP, les fonds de pension fédéraux, les fonds de pension provinciaux et même d'autres fonds de pension privés reconnaissent conjoint au sens large. Donc, là où le gouvernement, depuis Éric et Lola, n'a pas fait de changement, est qu'ils ne sont pas venus rajouter dans la définition de conjoint, au sens du Code civil, le conjoint de fait. Il paraît que ça s'en vient, mais Éric et Lola, ça fait déjà depuis 2016 et bon. Au Québec, les choses changent au rythme qu'elles changent. Les lois, ça bouge, mais on vient d'avoir une nouvelle mouture et des ajouts au Code civil et ça n'en faisait pas partie de ce changement. Donc, on attend encore comme juriste et aussi pour notre clientèle. Il y a 3 formes de testament au Québec, puis là, j'ai écrit un beau petit résumé. Holographe, devant témoin et notarié. Holographe, ça veut dire que vous prenez une feuille de papier, puis je vais vous dire qu'est-ce que vous écrivez. Je vais prendre le cas d'Henriette. Henriette Wambo, résident, vous n'avez même pas besoin de mettre votre adresse. Lègue tous mes biens, meubles et immeubles. Ah, mes enfants. Paul et Pierre. Puis là, j'ai vu une fille, Marie. Paul, Pierre et Marie. Je nomme, en part égale entre eux, je nomme ma sœur Sylvie comme légataire avec les pouvoirs de la pleine administration. En cas de décès de moi et du père de mes enfants, je nomme Sylvie comme tutrice de mes enfants. Je signe, je date, je mets ça dans mes documents avec mes documents importants. J'ai un testament gratuit. Il est très important. Il doit être écrit complètement de votre main, signé et daté. Puis en plus, c'est gratos. Pour tout de suite, en tout cas. Ensuite, la deuxième forme de testament reconnu, c'est le testament devant témoin. Ailleurs au Canada, donc tous ceux qui habitent en Ontario ou en Alberta ou n'importe où, au Nouveau-Brunswick, les testaments, bien que vous pouvez les faire devant un avocat, chez un avocat, ce sont des testaments qui sont dits devant témoin parce que l'avocat, il signe avec une autre personne en tant que témoin à votre testament. Mais ce testament-là, vous pourriez l'avoir tapé. Vous allez, dans le temps, on disait dactylo, mais moins technologique. Vous me tapez ça, vous dites exactement les mêmes choses. Moi, Henriette Wambo, laisse tous mes biens meubles et immeubles à mes 3 enfants, Pierre, Paul et Marie, en parts égales entre eux. Je nomme comme liquidatrice avec les pouvoirs de la pleine administration ma sœur Sylvie en cas de décès du père de mes enfants. Je nomme Sylvie comme tutrice de mes enfants mineurs. Et là, la différence, vous signez et datez en présence de 2 autres personnes qui ne peuvent pas être nommées dans le testament. Donc, Sylvie ne peut pas agir comme témoin, et encore moins vos enfants qui doivent hériter. Si vous faites signer votre testament par les personnes qui peuvent hériter, que vous avez nommées comme héritiers, c'est comme s'ils renonçaient à leur droit d'hériter. Il est important que ces personnes-là soient des tiers ou des personnes que vous connaissez, mais pas des personnes qui héritent ou pourraient hériter de quelque façon que ce soit. Et dans le fond, la dernière forme de testament est le testament notarié. Mais avant de vous parler du testament notarié, je vais vous parler des exigences de forme, de vérification des 2 formes précédentes de testament à votre décès. Dans le fond, le grand avantage au Québec du testament notarié, c'est que, bon, d'abord, il est préparé par quelqu'un qui a un cours et qui va pouvoir vous donner des explications, vous guider, par exemple, dans la rédaction ou la réflexion et va permettre, par exemple, à s'assurer que
vous avez fait le tour de ce que vous avez à penser. Pas oublier que, par exemple, je ne sais pas, moi, nommer un tuteur pour vos enfants mineurs ou pas faire que vous nommez Sylvie comme liquidatrice, mais que vous ne dites pas si elle a les pleins pouvoirs ou pas. Donc, elle se retrouve à devoir faire signer les héritiers à tout acte qu'elle fait, et les héritiers sont mineurs, donc le tuteur des héritiers. Des fois, ça peut faire des situations un peu complexes. Le testament notarié est, lui, signé devant le notaire et devant un témoin. Ce qui fait que quand vous déménagez, disons que vous déménagez en Ontario quelques mois ou quelques années plus tard et vous n'avez pas pensé à refaire votre testament avant votre décès, le testament notarié sera alors en Ontario ou ailleurs au Canada assimilé à un testament devant des témoins. C'est-à-dire que le notaire et l'autre personne nommée qui signe comme témoin deviennent les deux témoins. Donc, il vient à répondre à la forme et qui est utilisé comme testament ailleurs au Canada. Et la différence des deux premières formes, c'est qu'à votre décès, dans tous les cas au Québec, au décès, on fait deux choses. On demande un certificat de décès du directeur de l'État civil et on fait des recherches testamentaires. Les testaments notariés ou devant avocat au Québec doivent être enregistrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit on doit 2 fois par mois envoyer à notre ordre professionnel mention du fait qu'on a reçu ces documents-là et qu'on les garde en notre possession, que l'original est chez nous. Donc, il est enregistré avec votre date de naissance, numéro d'assurance sociale et on peut aussi enregistrer votre désir ou non de faire le don d'organes. Donc, on peut publier directement au registre des dons d'organes qui est tenu par la RAMQ, donc la Régie d'assurance maladie du Québec. Donc, au décès, c'est obligatoire de faire la recherche testamentaire. Donc, avec la recherche testamentaire, le certificat de décès, vous avez un testament notarié. Et je vous apprends une grande nouvelle. Vous pouvez déjà aller et commencer à faire l'ouverture du compte de succession et peut-être faire amoindrir la période que le compte du défunt est gelé. Les fonds sont retenus par la banque pour qu'il n'y ait pas de dette accumulée, pour pas qu'il y ait d'intérêt de plus à payer sur certaines dettes, donc qu'on puisse commencer à régler. Le testament holographe et devant témoin, par contre, doivent être vérifiés. Et là, la procédure de vérification, c'est une procédure dans laquelle on vient demander, soit à la cour ou devant le notaire, à vérifier que le testament est bel et bien fait par vous. Et que ça soit, s'il est holographe, il s'agit bien de votre écriture. Donc, ça prend un témoin, quelqu'un qui connaissait votre écriture manuscrite. Ça va aller de moins en moins bien avec tous les gens qui n'écrivent jamais à la main, mais bon, on peut encore écrire. On apprend ça à l'école. Donc, quelqu'un vient authentifier et c'est une procédure à la cour. Ou, dans le cas de testament devant témoin, donc quelqu'un authentifie que votre signature est vraiment la vôtre et on a une déclaration solennelle d'un des témoins qui vient dire qu'il s'agit bien du testament qui a été signé devant lui en telle date et qu'il était présent lors de la signature. Donc là, vous avez une étape juridique de plus. Cela implique des honoraires de notaire ou d'avocat, des frais judiciaires parce qu'il faut timbrer ça à la cour et surtout, et pour se finir, faut notifier dans la procédure de vérification de testament, on doit envoyer copie à toute personne qui aurait pu hériter, copie que la procédure se fasse. Donc là, vous ouvrez la porte comme ça, la grande ouverte, à la contestation. Donc, plusieurs personnes. Donc, moi, j'ai vu, l'année dernière, j'ai fait une vérification de testament. Monsieur est divorcé depuis quasiment 40 ans de la mère de ses enfants. Ça fait 25 ans qu'il est avec cette dame d'origine colombienne. Et il a fait un testament à la main. En fait, il paraît que ce monsieur, c'était un grand littéraire, il avait des livres partout, qu'une fois ou deux par année, il écrivait un Nouveau Testament et il le cachait dans un livre.
Chez lui, il y avait des bibliothèques partout. J'ai vu des photos, là, c'était comme il y avait une salle avec plein de livres. Et là, il avait dit à sa fille aînée que ben j'ai fait un testament. Le monsieur avait le cancer. Il a dit j'ai fait un dernier testament cette année, en 2022. Ils ont eu beau fouiller partout dans la maison, ouvrir tous les livres du monsieur. Ils ont juste trouvé le dernier, celui qu'il avait fait en 2013, qui donnait tout à sa femme. Alors qu'il avait discuté avec sa fille qu'il allait lui donner un 25 000 $ à chacun de ses 3 enfants. Donc, on commence la procédure. La dame, elle a des problèmes avec le français un petit peu, donc sa belle-fille est là avec elle. Elle sait qu'on n'a pas trouvé l'autre testament. Elles étaient là toutes les deux au décès. Elles ont cherché ensemble. Eh bien, j'envoie j'ouvre le dossier à la cour, j'envoie la notification par la poste, par Express Post à tout ce beau monde-là, aux 3 enfants de monsieur. Et là, le jour que je devais finir mon jugement, je reçois un appel. Non, je reçois un courriel de la fille de monsieur avec ses 2 autres enfants en CC disant « Oh là, je vais arrêter ça parce que je sais que mon père a fait un testament en 2022. » Je dis « Ben écoutez, est-ce que vous l'avez trouvé le testament? » « Oui, non, mais il me l'a dit. » Là, je finis le courriel avec elle. L'autre fils, le second fils, lui aussi écrit. Fait que j'ai eu des contestations. Et là, j'ai dit, OK, quand il y a une contestation, ce que nous, on doit faire comme notaire, quand on fait une vérification, on arrête tout. Qu'est-ce que je fais? J'arrête tout. J'ai écouté. Je vous invite à aller consulter un notaire ou un avocat pour que vous puissiez savoir à quoi vous exposer. Parce que là, vous contestez, je leur ai expliqué quand même que, regardez, vous m'avez tous les deux amené le testament. Vous m'avez dit que c'est le dernier parce que vous n'avez pas trouvé celui de 2022. Vous ne saviez plus si papa, est-ce qu'il était trop sédatif, puis que finalement, il n'a jamais rien fait, qu'il avait juste pris quelques notes, puis il n'a pas signé. Ils ont retrouvé le calepin de monsieur. Il y avait des gribouillis, mais il n'y avait pas de testament. Donc là, finalement, après avoir consulté, et la famille a décidé de laisser faire et laisser procéder à la vérification. Par contre, j'ai eu plutôt en 2013, la conjointe de monsieur a été jusqu'au bout. Ils ont été à la Cour supérieure. Ils ont dépensé des milliers de dollars de la succession parce que selon la conjointe, elle devait recevoir 100 000 et une maison qui, selon les dires de monsieur, parce qu'elle n'était pas propriétaire, valait 100 000 aussi. Par contre, il avait commencé à la rénover, puis la maison, il s'avérait que la maison en valait que 50 parce qu'elle était à moitié démolie. C'était comme une hobby maison. Là. Monsieur, il aimait ça, faire des travaux. Donc, une vérification de testament. Le plus bas, j'ai vu, c'est environ 2 500 avec tous les frais et tous les frais judiciaires. Et j'en ai vu une qui a coûté 25 000 $. Ça, c'est pour les frais que je connaissais parce que chacun des parties a fini avec un avocat. Donc, on appelle ça chitching. Quand on commence à se chicaner avec avocat, si vous le savez par le divorce ou par n'importe quoi, vous savez que ça peut monter très vite. Donc, bref, les gens se sont retrouvés à dépenser beaucoup, beaucoup de sous. Procédure de vérification de testament, je viens de vous l'expliquer. Les 2 seules formes qui ont cette obligation-là, c'est le testament holographe, le testament devant témoin. Donc, il arrive aussi au Québec que, par exemple, moi, je suis localisée à Gatineau, donc il arrive parfois que les clients qui habitent en Ontario et qui ont des cottages, donc des beaux chalets ou des propriétaires revenus du Québec, à cause des différences de loi. En Ontario, si vous achetez une propriété en joint Tennessee, vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas d'étape. Fait que des fois, les gens vont avoir un testament, mais ils ne vont pas vraiment l'appliquer. Ils vont juste utiliser le joint Tennessee qui revient à dire au dernier vivant les biens. L'autre copropriétaire hérite du bien. Et là, au Québec, on doit, par contre, nous faire la vérification du testament qui avait été fait en Ontario. Donc, il arrive aussi qu'on va conseiller à nos clients qui habitent en Ontario, qui investissent au Québec ou qui ont un chalet au Québec, à
faire un testament uniquement pour les biens au Québec pour ne pas avoir à faire la vérification de testament parce que les coûts sont moindres. Un testament de base commence environ à 500 $ devant notaire. Bon, il y a des prix limités, j'en ai vu à 20 000 $, mais ça, c'est des testaments avec des fiducies puis toutes sortes de produits que pour monsieur, madame, tout le monde qui ont 2 enfants ensemble ou 3 enfants ensemble, toujours mariés ensemble, pas nécessairement besoin. Moi, j'aime bien donner les beaux avantages du produit que je vends. Non, c'est une blague. C'est pas juste un produit. Écoutez, il y a quelques mois, j'ai un monsieur, il venait de signer un testament. Il est décédé quelques jours après. Puis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, my God, ça valait tellement toutes les troubles que j'ai eus pour le testament, pour la succession de la mère. Donc, il m'arrive même des fois que les enfants, après avoir réglé les successions de leur père ou de leur mère, viennent me dire, amènent leurs autres parents pour dire, là, maman, là, tu vas faire ton testament parce que j'ai fait ça une fois, je veux plus jamais ça. Donc, le testament, le côté sécuritaire, c'est que les documents notariés sont conservés dans une voûte à l'épreuve du feu. Et je vais vous donner une blague, c'est pas vraiment une blague. Imaginez-vous que vous êtes en couple avec, je vais changer de nom, Jonathan. Vous êtes en couple avec Jonathan depuis 20 ans, vous avez un enfant ensemble, Jonathan a eu 3 enfants ailleurs et vous avez eu un autre enfant de votre côté. Vous êtes une belle famille reconstituée. Jonathan fait un testament holographe dans lequel il dit, il vous avait toujours dit qu'à vous, Lucie, que vous alliez hériter de tout. Eh bien là, vous tombez sur son testament au décès et par rage, vous découvrez que Jonathan donnait à ses enfants, il donnait aussi à son frère et vous, il vous donnait juste la maison. Qu'est-ce que certaines personnes ont déjà fait avec un testament? J'aime bien prendre une petite feuille de papier pour vous les illustrer. Et vous prenez une corbeille, c'est fini. Ou on a déjà vu ça dans les films, ils mettent ça dans un feu, puis tu vois le testament se devenir de la poussière. Donc, bref, ça peut être un beau problème, quelqu'un qui voit un testament, le père avait dit qu'il faisait hériter tous ses enfants. Finalement, il fait hériter que son fils chez qui il habitait ou que ses autres enfants et pas vous, et puis vous prenez, tchic, 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 c'est fini. Finalement, ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va tous hériter en parts égales. Le testament notarié est enregistré, de même que ce fait devant les avocats, et il est lu et expliqué par un professionnel juridique. Donc, vous avez l'occasion de poser toutes vos questions. C'est drôle comme les autres questions que je réponds lors des rencontres testamentaires ou des autres rencontres. Donc, les gens posent leurs questions, essaient de bien comprendre, ils s'informent, on peut vous donner des pamphlets, on peut vous référer à on peut on s'assure aussi que vos documents respectent vraiment votre situation réelle. Donc, vos enfants de lit 1, lit 2, votre nouvelle conjointe, nouveau conjointe, votre maison, vos maisons en Afrique, votre maison dans les Caraïbes et votre timeshare en Floride. Bref, on s'assure de faire le tour de qui vous êtes. On peut même faire, moi, quand j'envoie une grille d'informations, vous pouvez même y mettre une espèce faire un petit bilan qu'on peut vous imprimer, que vous faites imprimer pour voir un peu où est-ce que vous en êtes rendu, voir que vous avez... On prend le temps de discuter parce que beaucoup de gens, comme je vous disais, rentraient dans nos bureaux et nous disent « Ah, moi, j'ai rien. Moi, j'ai déjà calculé avec quelqu'un quand il me disait qu'il n'y avait rien sauf sa maison. » Il travaillait au fédéral depuis qu'il avait 22 ans, donc il avait un beau fonds de pension. Il avait aussi mis quelques REER, mais pas tant que ça, comme il disait, j'aurais pu mettre mieux. Et il avait sa maison dont l'hypothèque approchait à sa fin, une voiture payée. Donc, quand on additionnait, là, il disait « Ah, ben finalement, je suis moins à la rue que je pensais. » Donc, souvent, c'est de prendre le temps de regarder votre situation réelle. Et l'autre avantage du testament notarié est surtout qu'il n'a pas besoin de procédure devant la cour pour être exécutable. Donc, c'est un express poste. Depuis le 1er novembre 2022, le régime de la tutelle aux mineurs a été amendé. Donc, auparavant, si vous faisiez un testament notarié, la tutelle aux mineurs n'exigeait pas
d'impliquer le curateur public. Donc, on pouvait tout simplement nommer quelqu'un qui allait gérer pour nos enfants, qui allait prendre soin de nos enfants. Dorénavant, le curateur public est toujours impliqué. On doit lui faire, le notifier de remise de tout bien d'une valeur de plus de 40 000 à un enfant mineur. Et si ces sommes-là sont nécessaires à maintenir le niveau de vie de l'enfant, à ce moment-là, on doit créer un conseil de tutelle. Auparavant, on avait besoin de créer un conseil de tutelle que dans le cas qu'un enfant mineur, jusqu'en 2022, c'était 25 000, mais là, on a updaté nos chiffres là, parce que 25 000, c'était ridicule. Ça monte tranquillement. Là, maintenant, c'est 40 000. On avait besoin de le faire dans tous les cas qu'il n'y avait pas de faire un conseil de tutelle, c'est-à-dire impliquer la famille de monsieur, la famille de madame, les amis et tout ça, faire une assemblée de parents, d'alliés et d'amis pour faire nommer des gens pour vérifier qu'est-ce que le tuteur fait avec les sommes et comment les sommes sont gérées. Maintenant, le curateur public, on doit l'impliquer. Et si on ne veut pas de conseil de tutelle, il faut que ces sommes-là soient déposées dans un compte sécurisé, un genre de compte fiducie qu'on ne peut pas retirer l'argent. Si on doit utiliser l'argent, le conseil de tutelle est obligatoire. Donc, ça rajoute une lourdeur. Bon, ça a fait un peu de tonnerre dans la pratique. Par contre, il y a des histoires d'horreur de jeunes qui, à 18 ans, se sont retrouvés à la rue, bien que les parents avaient laissé beaucoup d'argent parce que la personne qui gérait, elle l'avait dans le cadre d'un testament et qu'il n'y avait pas de vérification du curateur public parce qu'il y avait des troubles de gestion, il y avait des malversations, il y avait la famille ou la tante ou l'oncle avait décidé d'agrandir sa maison aux frais de la succession. Donc, aux frais de l'enfant mineur, ont décidé d'ajouter une belle piscine creusée, de voyager à Disneyland, toutes sortes de choses qui font que des fois, le patrimoine de l'enfant va juste fondre comme neige au soleil. Donc, si vous avez un enfant mineur, c'est important de faire le testament, c'est important de nommer un tuteur, mais comme je vous dis, la nouveauté, c'est que ça n'empêchera pas la constitution d'un conseil de tutelle, à moins que l'enfant n'ait besoin d'aucune de ces sommes-là pour son développement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, j'hérite de ma maman, je ne sais pas, moi je décède et puis mes enfants héritent, mais mon conjoint est tout à fait capable de subvenir à leurs besoins sans avoir besoin de toucher au patrimoine que je leur laisse. Bon, si vous possédez un immeuble en copropriété ou non, ben, ça serait bien de penser à avoir quelque chose d'écrit parce que la gestion à plusieurs, que vous soyez seul propriétaire ou pas, ben, ce sont des biens qu'on doit savoir à qui ça va. Si on ne le sait pas, ben, c'est la succession légale. Et puis, quand c'est la succession légale, ben, ça commence à impliquer beaucoup de gens. Puis, aussi, si pour les conjoints mariés, c'est important, ben pour les conjoints de fait, c'est capital. Je dirais, j'aime bien le mot dire capital parce que les conjoints de fait n'étant pas reconnus par le Code civil, ben devenir copropriétaire avec vos enfants ou avec les enfants de votre conjoint ou avec les parents de votre conjoint parce que là, vous êtes copropriétaire de la maison déjà, c'est pas si agréable que ça. Donc, être sûr que vous avez protégé l'être cher. On n'habite pas ensemble juste comme des colocataires, c'est-à-dire chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, il faut planifier pour l'autre aussi et vice-versa. Puis, dans le fond, est-ce qu'il existe des contradictions, des difficultés ou des obstacles juridiques dans le règlement de votre succession? Donc, moi, je me dis que si, par exemple, vous avez une situation avec beaucoup d'immeubles qui sont localisés un peu partout dans le monde, vous avez des enfants mineurs, vous avez des enfants handicapés. Ça, on n'en parle pas assez dans nos communautés, mais les enfants handicapés, c'est des handicaps mentaux ou même des handicaps physiques. Au Canada, ils vivent très, très, très longtemps. Pareil, l'espérance de vie est très longue. Donc, les parents, souvent, vont prendre soin. Et puis,
du jour au lendemain, le parent, la mère ou le père, que le dernier des parents vivants décède et cet enfant-là se retrouve comme très démuni et vont souvent être placés dans les CHSLD alors qu'ils sont assez jeunes, juste parce que personne n'est capable d'en prendre soin. Personne ne savait comment en prendre soin comme le parent. Moi, je connais des couples avec des enfants, un enfant avec, qu'on appelle ça, là, ceux qui ne peuvent pas bouger à la naissance, il y a eu un problème, donc manquer d'oxygène. Donc, l'enfant ne peut pas vraiment bouger, mais il est là, il vit. Et puis, maman s'en occupe très, très bien, papa aussi. Donc, il faut penser à nos enfants ayant des troubles. Et autre difficulté, je vous dirais, qui vient poser bien des problèmes dans les règlements des successions maintenant, c'est d'avoir le fait que la famille n'est plus aussi stable qu'elle l'était il y a 50 ans, c'est-à-dire que le divorce, les séparations font des familles, on pourrait dire, un peu plus colorées. Moi, j'appelle... moi, ma famille, elle est reconstituée. Donc, j'ai fait des documents juste parce que là, je veux être sûre que tout le monde soit protégé et que la situation soit respectée. Donc, ça m'amène à vous parler des exemples. Donc, si le conjoint est seul, propriétaire et sans enfant, ben, ses parents et ses frères héritent de votre maison, puis vous êtes à la rue. Puis je vais vous dire le secret, puis peut-être que vous n'y croyez pas, puis vous dites qu'ils vous aiment assez, puis qu'ils vont partager avec vous. Le nombre de conjointes de fait et de conjoints de fait qu'on botte le cul pour mettre dehors de la maison est beaucoup plus grand que vous pensez. Puis c'est pas parce que vous avez un fils, une fille éduquée que ça va pas arriver. Je vous raconte, c'est personnel à moi-même. Donc, ma mère a été conjointe de fait pendant 15 ans avec le père de son garçon et mon demi-frère. Et puis, à son décès, ses enfants de première union se sont bien vite arrangés pour qu'elle déménage. De cette façon-là, elle a perdu même le droit de demander la régie des rentes parce qu'il était pendant qu'elle les a appelés à l'aide parce qu'elle avait un cancer et elle avait besoin d'aide pour le déplacer, les aider dans la vie de tous les jours. Et puis, on dit, ah ben non, mais c'est chez notre père, on veut que tu quittes. Donc, elle l'a quitté, elle a pris un appartement à côté. Tous les jours, elle allait s'en occuper, mais elle avait perdu le statut de conjoint de fait. Donc, pas de régie des rentes, pas de, tu sais, la moitié de la régie des rentes de son conjoint alors qu'elle est restée 15 ans là. Tu sais, si vous vivez en union de fait encore avec des enfants mineurs et votre conjoint est le seul propriétaire, ben, les enfants deviennent les seuls héritiers légaux. Donc, c'est très, très lourd d'observation. Puis, fait que c'est pour ça que j'ai partagé écrire comment faire un testament de base. Puis je vous invite à prendre en photo ce truc parce que si vous dites que vous n'avez pas les sous pour faire votre testament chez un notaire, prenez le temps d'écrire ces quelques lignes. Puis ça va vous sauver au moins de ne pas avoir à faire une succession sans testament. Ça va rendre la vie de vos proches bien plus facile. Pendant une bonne partie de ma pratique, je disais aux gens qui achetaient mes conjoints de fait, je leur disais, écoutez, je vous donne le texte, écrivez-le, puis gardez-le précieusement avec vos testaments, avec vos documents. Quand vous serez prêts, rappelez-moi pour faire votre testament. Donc, j'invite les clients à le faire. Je vous invite sincèrement à faire des documents parce que ça facilite la vie de vos proches et ça, c'est comme ne pas les laisser dans l'impasse ou dans des situations vraiment difficiles pour aucune raison. C'est pas que je parle vite, peut-être que je parle vite aussi. Je voulais pas non plus vous faire un cours de droit complet. Je voulais vraiment vous éveiller à la nécessité ou à l'importance de se faire un testament en cette terre froide canadienne. Donc, c'est sûr que ça s'adresse beaucoup aux gens qui habitent côté Québec. Mais vous pouvez écrire la même chose à peu près, hein, même si vous êtes ailleurs au Canada. Puis ça va quand même être valide. Fait que là, maintenant, ce que je vais vous amener, c'est vos questions. Je suis prête à répondre à vos questions. Disons que je suis marié légalement dans le régime de communauté de biens. Tous nos enfants nous avons des enfants dans le foyer, pas à l'extérieur.
un des conjoints meurt sans testament. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. 1 tiers au conjoint, 2 tiers aux enfants. 1 tiers au conjoint, 2 tiers aux enfants. Ah, ok, ça va. Donc, si c'est ce que vous voulez, M. Georges, c'est parfait. Par contre, ça... Écrit... Ce n'est pas ce que je voulais, mais... J'ai aussi une petite question à poser après. En fait, moi, je croyais qu'avec communauté de biens, que tout va à la succession, que la dame gère le tout jusqu'à son décès et ça va à la succession. Ben, là, vous m'amenez dans quelque chose de super intéressant, puis je ne vous en ai pas parlé, les régimes matrimoniaux étrangers. Le Québec ne connaît pas... Bon, OK. La communauté de biens, là, c'est une vieille affaire qu'il y avait ici avant. Fait que le Québec ne le reconnaît pas. Il va appliquer le régime de la société d'acquête d'office. Et donc, votre communauté de biens, là, fait que ça va être 1 tiers au conjoint, 2 tiers aux enfants. Par contre, les conjoints ont une option de partager le patrimoine familial. Donc, elle peut demander le partage du patrimoine familial. Donc, ça fait qu'elle a droit comme à la moitié de votre moitié. Puis après ça, elle aurait le droit aussi à 1 tiers et les enfants auraient le reste des 2 tiers. C'est un beau calcul. Je l'ai fait une fois. C'est super beau en mathématiques. Ah, OK. Mais la communauté de biens ne s'applique pas parce que c'est l'ancien régime au Québec. Ils savent tous comment ça existe, comment ça fonctionne. Mais comme le juge connaît d'office le régime légal du Québec, à moins que vous arriviez avec un contrat de mariage notarié qui dit que c'est ça. Merci, Maître, pour le input. J'avais une simple question. Je voulais savoir quelle est la valeur du testament si cela va à l'encontre du partage légalement prévu. Je veux dire, par exemple, vous dites, dans le cas des mariés, en cas de décès, la femme a peut-être 1 tiers, les enfants 2 tiers, quelque chose de ce genre. Et si là, maintenant, un parent, que ce soit l'homme ou la femme, avant de décéder, écrit un testament qui modifie profondément et qui ne respecte pas ces proportions-là, peut-être fait une part belle à un enfant plus qu'à un autre ou à la dame plus qu'aux enfants, quelle est la valeur juridique de ce testament par rapport au partage? Le testament prime toujours sur le régime légal. Ce qui veut dire que le testament pourrait déshériter un enfant? Oui, on n'a pas de réserve comme en France, au Canada. Au Québec, ça n'existe pas. La réserve familiale qui fait qu'on ne peut pas déshériter les enfants. On peut les hacher. Moi, j'ai j'ai une dame québécoise. Elle est venue 5 fois au 5e. J'ai dit non. Là, le dernier, vous avez dit que vos 6 enfants héritaient, vos 6 enfants héritent. OK? On arrête ça, là. Ça ne peut plus. Donc, oui, comme il n'y a pas de réserve, malheureusement, un testament n'a pas besoin de respecter le testament, les règles de succession légale. Donc, ce n'est pas 1 tiers à la conjointe, 2 tiers aux enfants. Ça pourrait être 100% à la conjointe, ouais. Ou 100% aux enfants. Mais si la conjointe était mariée, donc si la conjointe au sens du Code civil, elle pourrait demander le partage du patrimoine familial et elle seule, les enfants ne peuvent pas l'invoquer, elle pourrait demander le partage du patrimoine familial et donc obtenir la moitié pareil. Je n'ai pas bien suivi, j'ai été un peu distrait, mais c'est quelque chose que j'aimerais comprendre. Okay. Quand un couple est marié dans la communauté des biens, est-ce que les 2 tiers pour les enfants et les 1 tiers pour la femme, là, et le régime matrimonial, parce que moi, l'idée que j'avais du régime communauté des biens, c'est que, bon, chacun d'eux a la moitié de tous les avoirs qui sont générés pendant que le couple existe. Oui. Donc, ça veut dire que dans la moitié que le monsieur possède, la femme possède encore à l'intérieur de ça 1 tiers, c'est ça? Exact. C'est ça. Par contre, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que la communauté de biens, disons, vous venez d'où, M. Georges? Je viens du Rwanda. Vous venez du Rwanda. Mais je me suis marié à Brazzaville. J'ai le contrat de Brazzaville. OK, donc vous avez un régime de communauté de biens de Congo-Brazzaville. Je vous donne le truc. Si vous voulez qu'on respecte le régime, sépare le régime de Congo-Brazzaville au Québec, vous allez vous prendre 2 avocats. Vous
allez avoir besoin d'un avocat du Québec et vous allez avoir besoin d'un avocat de Congo-Brazzaville qui vient témoigner au juge québécois le régime légal de la communauté de biens tel qu'interprété par Congo-Brazzaville. OK. Je comprends. Vous ne comprenez pas? OK. Non, je comprends. C'est que le juge québécois ne connaît d'office que les règles matrimoniales du Québec. Pour que vous puissiez lui demander, disons qu'on est dans une succession, puis que vous dites, non, moi, je veux qu'on applique la communauté de biens de Congo-Brazzaville. Vous allez devoir le plaider à la cour avec 2 personnes, un avocat du Québec et un avocat dit jurisconseil qui a un degré et une reconnaissance à Congo-Brazzaville. Et moi, j'ai une petite question. Tantôt, vous avez parlé donc faire un testament chez le notaire et qu'un parent peut avoir un tiers et les enfants 2 tiers. Non. J'ai dit, quand vous faites votre testament notarié, vous mettez ce que vous voulez dedans. Il y a une règle qui s'appelle le droit absolu de tester. C'est ce que je disais à l'autre personne tout à l'heure. Il n'y a pas de réserve. Donc, le fait de faire votre testament, vous mettez ce que vous voulez. OK. Mais cette fois-ci, c'est un couple qui décède et qui laisse derrière des enfants et des adultes et qu'il y a une des enfants qui meurt, qui laisse un autre enfant. Ça, j'aime ça. J'adore cela. On y va. Donc, il y a les enfants, les vrais héritiers, ils vont avoir la même chose que le petit enfant du couple. C'est ça ma question. OK. Par exemple, vous décédez, vous n'avez pas de testament. Là, vous aviez 3 enfants. Donc, on avait encore notre Paul, Pierre, Marie. OK? Oui. Marie est décédée, elle a laissé Jessica. Oui, c'est ça. Donc là, il y a 2. Fait que là, Jessica vient de monter d'un degré. Elle est en train de prendre la place de sa mère. Donc, comme héritier, vous allez avoir, parce qu'il n'y avait plus d'autres personnes, vous allez avoir Paul, Pierre et Jessica qui vient en représentation de sa maman, Marie. Si Jessica, elle, avait 16 ans, là, on va ouvrir pour elle le régime de la tutelle. Elle est adulte. Elle est... parfait! Encore mieux, elle hérite tout de suite. Elle hérite au même sens que ses oncles, mais en représentation, elle vient prendre la part de maman. OK. Et ça, je ne vous en ai pas parlé, mais dans les degrés d'héritage, on a papa, donc disons que vous êtes un couple, donc ça, on est les ascendants, donc on a jusqu'à 8 degrés qui peuvent hériter. Donc, vous décédez, vous avez des enfants, il y a un de vos enfants qui est décédé, qui lui avait un enfant, que lui, un enfant est décédé, qui a un enfant, bien ce petit enfant-là peut hériter. On peut aller pour compter des degrés jusqu'à 8, jusqu'à l'ancêtre commun. C'est-à-dire qu'on avait les parents ensemble. Le premier degré, c'est les frères et sœurs. Le deuxième degré, c'est les petits-enfants. Le troisième degré, c'est les petits-petits-enfants. Donc, on voit. Puis là, il y a aussi les cousins, les nièces. En tout cas, ça peut être vraiment intéressant. Il va avoir donc le même montant. Oui. OK, c'est juste ça que je voulais. Il va avoir le même montant, oui. Parce qu'il vient prendre fait et place pour son parent. OK. Et c'est vers, par exemple, si les parents ont laissé des biens, des maisons, des terrains et tout, et on peut pas, c'est pas de l'argent en compte. Qu'est-ce qu'on fait si elle veut seulement sa part et que les autres ne veulent pas bouger pour garder les affaires? Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, il y a une règle qu'on a dit, nul n'est tenu de rester dans l'indivision, donc elle pourrait au pire s'adresser à la cour pour les forcer à vendre, au moins un terrain pour avoir sa part. Et c'est elle qui va payer les frais des avocats? C'est l'argent qu'ils ne veulent pas se partager qui va payer les avocats. OK. Merci. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de l'écrire. Et si c'est écrit, puis ça soit bien compris. Et c'est sûr que, comme je vous dirais, plus la personne qui hérite est jeune,
plus lui, dans sa vie, il n'aura pas besoin d'un terrain. Il va avoir besoin d'argent pour payer ses études, il va avoir besoin d'argent pour s'acheter sa première maison. Fait qu'il n'aura peut-être pas besoin des actifs qui sont non liquidés. Donc, moi, ce que j'aime bien voir avec des gens qui ont des enfants ou des personnes de tous âges qui héritent d'eux, c'est peut-être de mettre en place des polices d'assurance vie. C'est-à-dire que la personne plus jeune, elle veut de l'argent. Bien, l'assurance va lui donner de l'argent. Les autres, peut-être qu'eux veulent vraiment les terrains. Bien, ils auront les terrains. Et ça peut aussi être l'objet d'une entente entre les héritiers. On appelle ça un partage, dans lequel on vient dire que compte tenu de faits A, B, C, D, il a été entendu qu'on allait donner le contenu des comptes en banque et toutes les REER à Jessica, parce que Jessica, elle veut pas des terrains. Et oui, elle veut pas des terrains, elle veut du cash. Ouais. Merci beaucoup. Plaisir. Ouais. Je crois qu'il y a la dame juste en dessous. Ouais. Bonjour. Alors, Marie et Paul, c'est un exemple. Ils sont mariés légalement et ils sont dans le cadre d'une famille recomposée. Ouais. Et donc, ils n'ont pas d'enfants. Et puis, un des conjoints décède. Qu'est-ce qui arrive lors de la succession? OK. Est-ce que les parents de... C'est qui est mort? Oh, j'aime ça, un nom de mort. L'un des deux, que ce soit. OK, on va dire que Marie est décédée. Okay. Est-ce que les parents de Marie sont vivants ou sont décédés? Ils sont décédés. Que Paul ou Marie, les deux parents sont décédés. Est-ce qu'ils ont des frères et sœurs qui sont vivants? Oui, les deux, oui. Ah ben, là, ça va être les frères et sœurs, le conjoint pour 2 tiers, puis les frères et sœurs pour 1 tiers. Et les deux ont eu des enfants, mais c'était une famille recomposée. Okay. Pierre a eu des enfants. Dieu. Là, Marie a eu d'autres enfants. OK. Bon, là, il y a des choses qui s'appellent, ça, c'est des principes, on pourrait travailler là-dessus, c'est vraiment le fun, ça s'appelle la fente. OK. Marie, elle avait ses parents qui étaient divorcés. Donc, son père Pierre et sa mère Raymonde se sont remariés chacun de leur bord. Et là, Pierre a eu Nicolas et Judith avec Georgette et Raymonde a eu Gabriel et Véronique avec Jean. Donc, Marie, on va prendre la part que Marie, sa moitié, va être séparée comment? Elle était mariée avec son Paul. Fait que 2 tiers va aller avec Paul. Après ça, ce qu'on va faire, on va prendre les 2 tiers qui vont à Paul, c'est facile. On va prendre le tiers restant, puis on va diviser ça en 4 parts pour respecter les 2 lignes, c'est-à-dire les 2 enfants de Raymonde et les 2 enfants de Pierre. Ça, écoutez, là, c'est là-dessus qu'on dit que les notaires, on n'est pas supposé savoir compter, là, mais là, vous sortez, là, on est dans des tiers, des quarts de tiers. Fait que là, si quelqu'un est meilleur que moi en maths, vous allez me dire, c'est quoi? Oui, ça existe en droit. On peut réellement aller des 2 liens. Puis là, on pourrait avoir que Marie avait un frère qui était de Pierre et de Raymonde, de ses 2 parents. Donc, ce frère-là, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir une part du côté de son père, puis Marie avait finalement 3 autres frères. Elle en avait un frère qui était des 2 de même père, même mère que elle, puis un frère chez sa mère, un frère chez son père. Fait que ce tiers-là va être divisé d'une façon assez spéciale, c'est-à-dire que le frère qui est là, qui est avec son père et sa mère, va avoir 2 parts, et le frère qu'il a chez sa mère, tout ce que c'est juste ce fils de sa mère, va avoir juste une part, puis ça va être divisé en 4 quand même, mais celui qui a les 2 mêmes parents va avoir 2 parts. Ça, je l'ai vu dernièrement. J'étais comme, waouh, c'est cool, on l'apprenait à l'université. Je pensais que ça n'existait pas. Oui, ça existe. Fait que oui, ça s'appelle le principe de la fente et le principe de la fente permet de faire toutes ces wing-wang-là. Merci, hein? C'est vraiment une très belle présentation. Et on espère que on va avoir les partenariats avec les notaires parce que, bon,
DDI a une communauté de presque des milliers de personnes et que tout le monde aimerait au moins peut-être un jour avoir un notaire à côté. Donc, si on a un notaire attitré, c'est une bonne chose. Mais bon, ça, c'est un commentaire. Et ma question, c'était sur le régime matrimonial. Nous avons, venant d'Afrique, des régimes matrimoniaux, genre bien commun, bien séparés. Vous dites que ici, à l'absence d'un testament, c'est quand vous êtes marié, c'est 2 tiers pour les enfants, 1 tiers pour le conjoint. Ouais. Donc, et maintenant, quand vous parlez de 1 tiers pour le conjoint, c'est 1 tiers, si par exemple on est dans la communauté des biens, ça veut dire que c'est 1 tiers sur ce qui appartenait à l'autre dans la communauté des biens. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle, dans la communauté des biens, elle gagne elle a maintenant autour de 75% dans la communauté des biens. On peut dire par là. C'est ça? Bien, j'ai mal compris. Ça peut vouloir dire ça. Par contre, si par exemple, monsieur possédait, moi j'aime bien dire, monsieur décède, il avait toute la maison, ils étaient mariés en communauté de biens. La seule affaire, c'est que quand on fait un règlement de succession, au Québec, d'abord, on règle le patrimoine et après, on va régler le régime matrimonial. Généralement, après avoir réglé le patrimoine plus le régime légal de succession, il ne reste plus rien pour partager dans le régime matrimonial. Aussi, malheureusement, avec le mariage, avec l'immigration, je suis obligée de vous dire que on n'a pas, les juges ne reconnaissent pas les régimes matrimoniaux étrangers à leur valeur complète parce qu'on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Fait que... Ma question, c'est, il y a ce qu'on appelle des régimes matrimoniaux universels, par exemple. Ça n'existe pas. Écoutez, je le connais, le régime matrimonial de la communauté de biens. Je viens d'un pays que c'est la communauté de biens. Par contre, je vous assure, si vous allez devant un juge au Québec et vous dites que vous voulez de la communauté de biens, je dis, moi, là, j'ai été mariée en Haïti, je veux la communauté de biens haïtienne. Il va me dire, OK, madame, c'est mixant. Allez me chercher, en plus de l'avocat que vous avez, un avocat conseil haïtien qui va m'expliquer c'est quoi la communauté de biens. Et ça, même s'ils connaissent la communauté de biens. Donc, les juges n'ont pas tendance à l'appliquer. Donc, c'est important de rentrer ça, que on vient dans nos bagages avec bien des affaires, dont nos régimes matrimoniaux, mais c'est pas... Oui, on vient avec dans nos bagages, oui. En fait, la question que je vais alors donc poser, c'est quelle est la définition de la communauté des biens dans le régime matrimonial canadien? Il y en a plus. Ça n'existe pas, monsieur. Ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Okay. C'est ça. Nous, on en 1900. Ça n'existe plus. Le régime de la communauté de biens a été abandonné au Québec le 1er avril 1970. Donc, pour les Québécois que vous voyez et qui sont mariés en communauté de biens, en ce moment, la plupart sont en marchette. Okay. Ce qui fait que on nous l'enseigne comme notaire parce que avec le droit, parce qu'il a une très grande incidence, le régime matrimonial a une très grande incidence au niveau de l'immobilier. Mais réellement, là, quand vous allez dans nos bureaux puis que vous dites ça, vous êtes marié en communauté de biens, vous allez voir, les yeux du notaire vont devenir bien ronds parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Non, mais écoutez, on ne le sait pas. Puis on nous l'explique vaguement. Puis quand on nous l'explique, on nous dit bien, il n'y en a pas, vous allez voir, ils sont tous morts, ceux-là. Ils s'en vont tous vers la tombe. Alors qu'avec l'immigration, une bonne partie de l'Afrique et une bonne partie de l'Asie, c'est la communauté de biens. Et des Antilles. Donc, c'est encore un régime plus que vivant selon ma pratique à moi, mais quand j'en parle avec mes autres collègues québécois, ils disent « Ah, ben toi, c'est parce que tu fais des immigrants. » Bonjour, Madame Véronique. Bonjour. Ma question porte sur si, par exemple, vous êtes marié dans la communauté de biens et que l'un des conjoints a acheté une maison avec son propre argent et que par après,
quand il veut faire un testament, est-ce qu'il peut faire, le testament peut être comme quoi ce sont ses enfants qui vont hériter la maison, alors que il est marié dans la communauté des biens. Est-ce que l'autre n'a rien à dire alors que c'est... Si c'est écrit dans son testament qu'elle veut donner sa maison, elle veut donner sa maison à Georgette qui n'est pas dans le mariage, moi je vais vous dire, il peut écrire ce qu'il veut dans son testament. Absolument ce qu'il veut. Par contre, si en enlevant le testament, en enlevant la maison que madame avait, on ne peut pas payer aucune des dettes de la succession, ben on va devoir le réduire. Aussi, les legs particuliers, on les exécute comme une dette de la succession. Donc, si par exemple, on a une situation qu'on a des dettes à payer, on a une situation que la personne était mariée et que le conjoint invoque le patrimoine familial ou la partage du régime matrimonial, il se peut que la personne se retrouve juste avec la balance de l'argent de l'autre moitié de la maison. Ça pourrait arriver. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. OK. Donc, vous avez acheté, d'abord, pour dire que le conjoint qui a acheté la maison avec son propre argent, les seules sources de propre argent qui sont reconnues et qui ne rentrent pas dans aucun régime matrimonial, ça, je ne l'ai pas dit, ce sont les argents reçus par succession ou donation. Donc, si pour vous, votre propre argent, c'est l'argent que vous êtes en train de travailler au day-to-day, je vous apprends que c'est l'argent du couple. Même s'il est dans votre compte tout seul, OK? Désolé le féministe ou tout le féminisme ou le masculinisme, whatever, c'est l'argent du couple. Donc, si par exemple, vous avez réussi dans votre mariage à accumuler, je ne sais pas moi, 200 000 en travaillant puis en plaçant, puis vous venez vous acheter cash, puis vous dites que vous l'achetez cash, fait que le notaire, même si vous êtes marié en communauté de biens, ne va pas faire intervenir votre conjoint, mais je vous apprends qu'il n'est pas vraiment un bien propre. Puis de toute manière, étant donné qu'on est au Québec, puis que la communauté de biens est morte au Québec, c'est la société d'acquêt et le patrimoine familial qui s'applique. Donc, si vous donnez votre bien à une autre personne, puis que, dans le fond, vous donnez cette maison-là à votre décès à vos enfants. Puis que, dans le fond, sans ça, le conjoint a toujours l'option d'invoquer le patrimoine familial, donc de forcer le partage, donc d'aller chercher sa moitié à lui. Après ça, s'il y avait des dettes, puis que c'était la seule bien que vous aviez qui couvrait vos dettes, ben, je vous apprends qu'on va enlever cette chose-là. On va payer vos dettes d'impôt, puis après, on va vous donner la différence. On ne peut pas juste donner. Il y a des règles sur comment on donne. Puis, malheureusement, tout ce qu'on accumule, le fruit de notre travail, les loyers de nos maisons, de nos immeubles à revenus, l'intérêt sur nos placements, ce sont des choses qui rentrent dans nos acquêts et des choses qu'on partage avec le conjoint, bien qu'ils soient dans notre compte personnel. Donc, et si ça ne vient pas d'un héritage et d'une succession ou d'une donation, ben, tough luck, ça se partage. Bonsoir, maître. Je pense que j'ai eu une partie de ma réponse dans la réponse que vous venez de donner, parce que je voudrais parler des dettes. Parce que s'il y a un couple, une famille recomposée où il y a un enfant mineur et puis il y a un enfant qui est majeur, le partage se fait de part égale, si j'ai bien compris votre exposé. Ouais. Maintenant, moi, je parlais des dettes. Au cas où monsieur fait un testament où il lègue peut-être tout le bien à son fils, à lui, ce que je voulais comprendre, c'était les dettes. Mais vous avez répondu, je pense, tantôt, qu'avant de céder, on payait d'abord les dettes avant. Je pense que c'est ce que j'ai compris. On paye toujours les dettes. Après les dettes, on partage. C'est ça, c'est ce que je voulais. Puis si, par exemple, vous êtes marié, la personne qui peut opter dans une succession et demander le partage du patrimoine familial, c'est-à-dire vous faites le testament en disant,
mon maudit vieux, il m'a emmerdé, j'y donnerai rien, je donne tout à mes enfants. Désolée, je dis des choses pas fines. Ben, c'est dommage, vous décédez, ben votre vieux, il a le droit, parce qu'il était votre époux, de demander le partage du patrimoine familial et donc aller rechercher ce que vous lui avez pas donné parce qu'il l'a gagné en vous mariant. D'accord. Et puis, j'aimerais juste faire un commentaire parce que j'ai vu que on est tous connectés par les régimes matrimoniaux. Malheureusement, ce n'est pas connu. Si vous voulez que votre régime sur lequel vous êtes marié soit connu, il faut faire un contrat de mariage. Moi, j'ai eu à voir ça. Ce n'est pas connu, effectivement, comme elle explique depuis, mais on est tous... ce n'est pas connu, il faut faire un contrat de mariage, puis ça implique beaucoup plus de choses que ça. Donc, c'était juste le commentaire que je voulais apporter. C'est bien vrai. Puis, je vais vous dire, la plupart des gens qui viennent ici, ils optent de l'enlever leur communauté de biens parce que c'est pas bien commode. Merci. Le testament notarié peut être modifié en tout temps. Un testament, vous pouvez le changer jusqu'à votre lit de mort. C'est ça la beauté de la chose. Les notaires se donnent on a même le droit de se déplacer pour recevoir la signature. J'ai eu, je sais pas si c'est la chance, j'ai eu à accompagner des gens sur leur lit d'hôpital avec OK, venez à cette heure-là, on lui donnera pas de sédatif, ça va être bon. J'y vais quand même. Pourquoi? Parce que je crois que quelqu'un a le droit de se faire accompagner et que j'ai eu des histoires tragiques et j'ai vu des gens donner des parts à des conjoints alors qu'ils étaient en train de se séparer. Donc, j'ai vu à quel point c'était important la charge qu'on nous donnait comme notaire et le pouvoir de se déplacer. Donc, moi, je trouve que c'est primordial d'écouter puis d'être là. Puis moi, la personne, on me dit qu'elle est sur son lit de mort, là, je prends les informations au téléphone, je prépare le testament, je me pointe pas à l'hôpital pour prendre des notes et dire que je reviens dans 2 semaines. J'arrive avec un testament. On fera des mots rayés, ça sera bien barbouillé, mais ça va être son dernier testament. Très important. Puis, malgré que je n'ai pas encore tant de rides que ça, comme on dit, Black don't crack, mais je suis un diplômé de l'Université Laval en 2007 et j'ai déjà 13 ans de pratique. Je vais avoir 13 ans de pratique le 23 février. Sérieusement? J'ai même enseigné à M. Mandy. Aïe, aïe, aïe. Non, ça fait trop de lecture, trop de recherche. D'accord, merci. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonjour, M. Ramdé. Voilà, vraiment, merci beaucoup, maître, parce que ça nous a permis de percer un bout dans la complexité, dans l'interprétation des droits successoraux en matière, en tout cas, de famille et toute autre situation d'héritage ici au Canada. Et maintenant, ma question, c'est que ce n'est pas directement lié au testament, mais lié à la succession. Et qui dit succession dit souvent assurance vie. Je sais qu'au Québec, le droit de déshériter ou du moins de retirer quelqu'un de la succession est différent du droit ici en Ontario. Oui. Revoquer une personne en fait, je veux dire, son conjoint ou sa conjointe sur l'assurance vie est un peu compliqué ou peut-être difficile au niveau du Québec qu'en Ontario. Et je voudrais en savoir davantage. Est-ce que c'est vrai qu'une fois que votre conjoint ou votre conjointe est sur votre régime d'assurance vie, vous ne pouvez plus révoquer cette personne même en cas de séparation? C'est faux. Tout simplement, bon, écoutez, si vous êtes séparés, divorcés, le divorce enlève les droits d'hériter ou de recevoir quoi que ce soit. Fait que vous venez de divorcer de Joe Blow, vous aviez votre testament qui donnait premier lieu Joe Blow, deuxième lieu les enfants. Vous pouvez venir voir le notaire pour faire une mise à jour, mais théoriquement, vous me dites que vous êtes divorcé, Joe Blow ne peut plus hériter. Dans le cadre des assurances vie, j'ai appris ça il y a bien longtemps, mais il y a 2 types d'assurances. Il y a des assurances vie avec bénéficiaire révocable puis avec bénéficiaire irrévocable. Donc, il faut faire attention quand vous souscrivez à votre assurance. Est-ce que c'en est une que vous pouvez ou pas révoquer le nom de la personne? Et même si ça serait une avec une bénéficiaire irrévocable, si vous êtes divorcé, vous pourriez invoquer le divorce pour pouvoir retirer le nom de l'ex-conjoint.
il y a tout de même une mode juridique qui a commencé en Ontario, puis dans les provinces anglophones, qui invite les couples mariés qui se divorcent à garder une assurance au bénéfice l'un de l'autre jusqu'à l'atteinte de 18 ans de leur plus jeune. Puis, je vous explique pourquoi. C'est tout simplement pour pas que les enfants ont peine à amener les enfants à l'émancipation, c'est-à-dire à l'âge adulte et compenser par rapport à ce que l'autre conjoint payait déjà. Si, par exemple, vous aviez 2 enfants, 3 enfants, puis que là, vous décédez, puis que vous aviez une police d'assurance vie au bénéfice de l'autre conjoint, ça pourrait permettre à l'autre conjoint de continuer à supporter l'effort pour amener votre dernier à l'université, qu'on sait que les frais augmentent constamment et le coût de la vie aussi. Donc, oui, on peut révoquer même un bénéficiaire irrévocable. Il y a une règle qui vient, le divorce. Les divorces dissout tout. Puis, ça m'amène à vous dire une petite blague. Dans un des cours que j'ai été, on m'a dit une chose, si l'amour est aveugle, le divorce ouvre les yeux. Donc, alors là, vous avez parfaitement résumé le problème. Vraiment, merci beaucoup. Au plaisir, les amis. C'est toujours agréable pour moi de faire des présentations. C'est juste, je suis à l'aise parce que ça fait plusieurs années que j'en fais, puis j'ai toujours aimé ça. Là, je parle dans quelque chose que j'aime faire. Je parle de ce que j'aime. Puis, je suis contente de voir un de mes collègues, Guy Menza, je le présente. C'est un de mes étudiants, un fameux notaire, un gars extraordinaire. Il est de votre communauté. Je vous encourage à aller le voir. Je pense qu'on en a plus de questions. Maître, on vous remercie infiniment pour cette belle présentation. Je vois tout le monde. Il y a eu tellement d'interactions. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui sont venus avec des problèmes, avec des situations. C'est tellement agréable. Et puis, merci beaucoup. On espère être nombreux le mois prochain pour notre dernière rencontre pour la session, en espérant que on va renouveler notre financement pour pouvoir continuer les séances d'information. Alors, passez une excellente fin de soirée. Merci encore. Vraiment, moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis, il y a une autre chose que j'aime, je suis vraiment heureuse aujourd'hui parce que d'habitude, je fais ces présentations-là devant les communautés afro. C'est presque que des femmes. Donc, je suis vraiment contente, messieurs, que vous soyez là parce que ça m'amène à voir qu'il y a quelque chose qui change. 2023 ne sera pas pareil comme mes années précédentes où il y avait que madame. Des fois, il y a même madame vient signer son testament, monsieur est comme là. Donc, je suis contente de voir des messieurs parce que je me dis que l'éveil se fait tranquillement. Gênez-vous pas, vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à moi, vous pouvez aussi vous adresser à mon collègue Guy. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Puis, vraiment, restez pas silencieux avec vos problèmes ou de poser des questions. Posez-vous des questions, allez chercher l'information parce que l'information est d'or. Merci encore, Maître. En ce qui concerne les membres du conseil d'administration, on se revoit sur l'autre lien. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée.